La lumière du soleil d'automne traverse mes fenêtres, créant des motifs dorés sur la table de la salle à manger que j'ai mis 3 heures à dresser. 24 couverts avec de la porcelaine ancienne que j'ai collectionnée pendant des mois. 24 verres en cristal qui captent la lumière. 24 chaises vides. Mon téléphone sonne à nouveau, le son perçant le silence comme une accusation. Je l'ai évité pendant la dernière heure, mais les notifications ne s'arrêtent pas. Avec des doigts tremblants, je le prends, son poids soudainement insupportable. L'écran s'illumine d'un flot d'alertes de réseaux sociaux. Et ils sont là. Tous. Maman et papa rayonnant à côté de Brandon dans ce qui doit être son nouvel appartement. Tante Suzanne levant une flûte de champagne. Oncle Robert avec son bras autour de ma cousine, Mélissa. Grand-mère, l'air fragile mais heureuse, dans le coin du cadre. La légende de ma mère dit, si fière du premier achat immobilier de notre garçon. La famille Taylor célèbre la grande étape de Brandon. Je glisse vers la photo suivante. Plus de famille. Plus de sourires. Plus de champagne. Puis une vidéo commence à jouer. Brandon, ses dents parfaitement blanches brillant alors qu'il rit avec 2 de nos cousins. Massy se la pète toujours avec ses publications de rénovation sophistiquées. Aujourd'hui, c'est mon jour. Le téléphone me glisse des mains, tombant bruyamment sur la table. Je presse ma paume contre ma bouche, mais cela n'arrête pas les échappées. Les larmes brouillent ma vision alors que je fixe les apéritifs intacts, le vin sur lequel j'ai fait une folie parce que papa aime un bon cabernet, les petits pains faits maison refroidissant dans leur panier. Il y a quelques heures à peine, je fredonnais en me déplaçant dans cette cuisine. Je me suis réveillé avant l'aube, trop excité pour dormir. La lumière du matin avait à peine touché les vieux planchers de chêne alors que je passais en revue ma liste de contrôles manuscrite. L'invitation envoyée il y a des semaines promettait une célébration à 14 heures de ma première maison, cette maison de style craftsman des années 1920 dans laquelle j'avais investi mes économies et 9 mois de travail acharné pour la restaurer. Tu en fais encore trop, avait dit Rachel en me regardant arranger des fleurs dans les vases bleus anciens que j'avais collectionnés spécialement pour ce jour. Mais son sourire était bienveillant alors qu'elle m'aidait à polir l'argenterie qui appartenait autrefois à ma grand-mère. Je veux que tout soit parfait, avais-je expliqué, ajustant une serviette pour la 4e fois. Maman a dit que la maison était trop petite quand je l'ai achetée. Papa pensait que le quartier était douteux. J'ai besoin qu'il voie ce que j'ai créé ici. Rachel m'avait serré l'épaule. Il devrait être fier de toi quoi qu'il arrive. Le premier signe de problème est arrivé à 13h45, un texto de maman, un peu en retard, commençait sans nous. À 15h30, mes collègues, Jane et Peter, étaient arrivés. Ma voisine âgée, Madame Eleanor, a apporté une tarte faite maison. 3 amis de l'université sont arrivés avec du vin et des étreintes chaleureuses. Mais pas de famille. À 16h15, j'avais appelé mes parents cette fois, directement sur leur messagerie vocale. Brandon ne répondait pas non plus. Mes textos aux tantes et oncles sont restés sans réponse. À 17h08, tante Suzanne a finalement répondu. Ma chérie, tu ne viens pas à la pendaison de crémaillère de Brandon ? A-t-elle demandé, le bruit de fond couvrant presque sa voix. Il a acheté un appartement en ville. Tout le monde est là pour fêter ça. Tes parents ont dit que tu savais. Ma gorge s'est nouée. Brandon loue son appartement. Il n'a rien acheté. Une pause. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il a dit à tout le monde. Quoi qu'il en soit, il a organisé ça la semaine dernière. Il a dit que c'était important pour lui. J'ai envoyé les invitations pour ma pendaison de crémaillère il y a un mois, ai-je murmuré. Aujourd'hui. À 14h. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh, mon Dieu. Eh bien, nous sommes tous là maintenant. Mais peut-être que tu pourrais passer plus tard ? Après ta petite réunion ? J'ai raccroché. Maintenant, je suis assise, entourée de chaises vides destinées à des personnes qui ont choisi de ne pas venir. Les 7 fidèles qui sont venus échangent des regards inquiets de l'autre côté de la table, chargés de nourriture qui refroidit. Madame Eleanor, 83 ans et plus vive d'esprit que la plupart des gens de la moitié de son âge, se lève de sa chaise. Elle lève son verre, son regard stable et féroce. Ne laisse pas les chaises vides te voler ta joie, ma chérie. Aujourd'hui, c'est le jour de Massy. Santé. Les autres lèvent leur verre. Rachel se penche près de moi, sa voix douce contre mon oreille. Voici ta vraie famille, Massy.
Ceux qui choisissent d'être ici. Mon téléphone s'allume à nouveau. Maman, qui appelle? Cette paire d'yeux me regarde, l'inquiétude gravée sur leur visage. Je coupe la sonnerie d'un mouvement décisif et je lève mon verre au toast d'Éléanore. Pas aujourd'hui, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Aujourd'hui, il s'agit des gens qui sont venus. 3 heures plus tard, le dernier invité me fait un signe de la main en partant, disparaissant dans l'obscurité au-delà de la lumière de mon Porsche. Seule Rachel reste, m'aidant à emballer les restes qui me nourriront pendant des jours, un rappel amer des chaises vides. Tu devrais rester chez moi ce soir, dit Rachel en fermant un autre récipient. On boira du vin et on regardera de mauvais films jusqu'à ce qu'on s'endorme. Je secoue la tête. J'ai besoin d'être ici. C'est ma maison. Le mot me reste dans la gorge. Maison. Le concept semble à la fois puissant et fragile après aujourd'hui. La sonnette retentit, ses carillons traversant la maison silencieuse. Rachel et moi échangeons un regard. J'y vais, dis-je en m'essuyant les mains sur un torchon. J'ouvre la porte pour trouver ma mère, Linda Taylor, debout sur mon Porsche. Ses boucles d'oreilles en perles captent la lumière alors qu'elle regarde au-delà de moi dans la maison, scrutant ce qu'elle peut voir de mon salon. Je peux entrer, demande-t-elle, n'attendant pas de réponse alors qu'elle s'avance. Je m'écarte, mon estomac se nouant. Elle traverse mon entrée, ses yeux parcourant les parquets refaits, les moulures d'origine que j'ai mis des semaines à restaurer, le luminaire vintage que j'ai déniché dans 3 antiquaires différents. C'est joli, dit-elle avec une légère moue des lèvres, plus petit que ce que ça paraissait en photo. C'est. La piqûre familière de son dédain me brûle la poitrine. Rachel apparaît à la porte entre la cuisine et le salon, sa présence un soutien silencieux. Maman, pourquoi es-tu là, je demande. Linda laisse tomber son sac à main sur mon canapé et se tourne vers moi. Honnêtement, Massy, je ne comprends pas pourquoi tu fais toute une histoire d'aujourd'hui. Tu es toujours en compétition avec Brandon, le faisant se sentir petit. Il fait enfin quelque chose de positif de sa vie, et tu n'as même pas pu te montrer pour le soutenir. L'audace de sa déclaration me laisse momentanément sans voix. La forte inspiration de Rachel est le seul son dans la pièce. Je n'ai pas pu me montrer, ai-je finalement réussi à dire, parce que j'étais ici, à organiser ma propre pendaison de crémaillère à laquelle je vous ai tous invités il y a 2 semaines. Eh bien, ces choses arrivent, dit-elle d'un geste de la main. Tu sais à quel point nous sommes tous occupés. Brandon n'a décidé de sa pendaison de crémaillère qu'il y a 1 semaine. Il était si excité. Je sens quelque chose changer en moi. Il y a 1 semaine? Mais mes invitations sont parties il y a 4 semaines. Linda s'occupe à ajuster un coussin sur mon canapé. Brandon a traversé une période difficile. Quand il nous a dit qu'il organisait une petite réunion, nous avons pensé que ce serait bien pour lui donner un peu de confiance. Il vous a dit que c'était un appartement en location, pas un achat, n'est-ce pas, je demande, ma voix plus stable que je ne le pensais. Les doigts de Linda se fichent sur le coussin. Eh bien, tu sais comment est ton frère avec les détails. Ce qui compte, c'est qu'il prend enfin des initiatives. Maman, dis-je lentement, la prise de conscience se faisant jour, savais-tu que Brandon avait programmé sa fête le même jour que la mienne? Son silence répond à ma question plus clairement que les mots ne le pourraient. Tu savais, je murmure. Vous saviez tous. Et vous l'avez aidé à prétendre qu'il avait acheté un logement alors qu'il ne fait que louer. La trahison me blesse plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Vous avez organisé une fausse célébration pour éclipser délibérément la mienne. Maintenant, tu dramatises. Linda se redresse, son mécanisme de défense s'activant. Tout ne tourne pas autour de toi, Massy. Brandon a plus besoin de notre soutien que toi. Tu as toujours été l'indépendante. Indépendante? Le mot prend feu dans ma gorge. J'ai été indépendante parce que je devais l'être. Toute ma vie, vous avez ignoré mes réussites tout en célébrant la médiocrité de Brandon. Les yeux de Linda se sont écarquillés. Je ne lui ai jamais parlé de cette façon auparavant. Quand j'ai été inscrite au tableau d'honneur, vous étiez trop occupé au match de football moyen de Brandon pour assister à la cérémonie. Quand j'ai obtenu ma bourse, vous avez passé la nuit à consoler Brandon parce qu'il n'avait pas obtenu la sienne, même s'il maintenait à peine une moyenne de ses... Ma voix se renforce à chaque mot. J'ai eu 3 emplois pour payer mes études supérieures pendant que vous payiez le loyer de Brandon après qu'il ait abandonné le collège communautaire.
J'ai économisé pendant 7 ans pour acheter cette maison pendant que vous financiez une entreprise ratée après l'autre pour lui. Nous vous avons toujours soutenus tous les deux de manière égale, proteste Linda, mais le mensonge flotte, creux, dans l'air entre nous. J'ai dépensé 62 000 $ et 9 mois à rénover cette maison moi-même, je continue, tremblante maintenant. Chaque week-end, chaque jour de vacances, chaque heure libre après le travail. Pendant ce temps, vous critiquiez mon achat dispendieux dans un quartier douteux sans jamais prendre la peine de venir. Le visage de Linda se durcit. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi? La question jaillit d'un endroit profond et blessé. Nommez une seule chose que vous avez faite pour soutenir mes rêves de la même manière que vous soutenez ceux de Brandon. Son silence s'étend entre nous. Rachel est témoin d'une confrontation qui se prépare depuis des décennies. Cette maison est à moi, dis-je en me dirigeant vers la porte d'entrée et en l'ouvrant en grand. Gagnée par moi. Sors. La bouche de Linda s'ouvre sous le choc. Ce n'est pas ainsi que nos conversations se terminent. Habituellement, je m'excuse de l'avoir contrariée, d'avoir été difficile, d'exister d'une manière qui exige plus qu'elle n'est disposée à donner. Massy Elizabeth Taylor, tu ne parles pas à ta mère de cette façon. Je viens de le faire, je réponds, ma voix calme malgré la tempête qui gronde en moi. S'il te plaît, pars. Elle rassemble son sac à main, les épaules raides d'indignation. Ton père entendra parler de ça. J'en suis sûr. Alors que la porte se referme derrière elle, je m'appuie contre elle, me sentant à la fois vide et étrangement plus pleine qu'avant. Rachel s'approche doucement, m'enlaçant de ses bras. Je suis fière de toi, murmure-t-elle. La lumière du soleil matinal traverse les fenêtres de ma cuisine lorsque la sonnette retentit à nouveau. J'ai à peine dormi, rejouant en boucle la confrontation de la nuit dernière. Quand j'ouvre la porte, mon père, Charles Taylor, se tient seul sur le porche, sa grande silhouette légèrement voûtée, son expression inhabituellement incertaine. « Je peux entrer ?» demande-t-il doucement. Je m'écarte sans un mot. Contrairement à ma mère, il s'arrête dans l'entrée, observant les détails de ma maison avec une véritable attention. « Je peux la voir ?» demande-t-il. La maison, en entier. Je le guide à travers chaque pièce, la cuisine avec ses armoires d'origine restaurées, le salon avec ses bibliothèques encastrées que j'ai poncées à la main, le bureau où je travaille à distance 2 jours par semaine, la chambre d'amis que Rachel m'a aidé à peindre d'un vert sauge doux. Dans mon jardin, il s'arrête près des bacs à légumes que j'ai construits le mois dernier. « Tu as fait tout ça toi-même ?» demande-t-il. La plupart, je réponds. Des amis m'ont aidé pour les plus gros projets. Il hoche la tête lentement. C'est magnifique, Massy. Tu as créé quelque chose de spécial ici. Le compliment, le premier sincère que je me souvienne de lui, tombe maladroitement entre nous. Brandon a dit à tout le monde qu'il avait acheté l'endroit, dit-il soudainement. Nous savions que ce n'était pas vrai. La confirmation de leur tromperie délibérée me pique encore, même si je le savais déjà. Ta mère est très contrariée, poursuit-il. Je reconnais le schéma familier, la tentative de rétablir le contrôle par la culpabilité. Peut-être que si tu t'excusais, nous pourrions mettre ça derrière nous. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité, je réponds, ni d'attendre un respect élémentaire. Son expression se durcit légèrement. Tu sais, Massy, nous ne rajeunissons pas, et notre succession. Je n'ai pas besoin de votre argent, j'interromps. Je n'en ai jamais eu besoin. Quelque chose change dans son visage de la colère, peut-être, d'avoir perdu le levier qu'il pensait avoir. Mais dans ce éclair d'émotion, je vois autre chose, le schéma qui a défini toute ma vie. Vous avez accordé 3 prêts commerciaux à Brandon, dis-je doucement. Le magasin d'articles de sport qui a fermé en 6 mois, le food truck qu'il a vendu après 3 semaines, le projet d'investissement et qui était en fait une pyramide de Ponzi. Il a du potentiel, répond automatiquement mon père. Il a juste besoin de soutien pour trouver sa voie. Et moi? Ai-je jamais eu un potentiel qui valait la peine d'être soutenu? Son silence en dit long. Une voiture se gare dans mon allée. Rachel en sort avec une femme plus âgée que je reconnais comme son amie, le docteur Hélène Foster. Derrière elle, Madame Eleanor gare sa vieille Buick, sortant avec un plat couvert à la main. Mon téléphone sonne avec des messages de collègues qui étaient présents hier, envoyant des photos et des textos de soutien. Je devrais y aller, dit mon père en regardant les arrivées avec un froncement de sourcils. Ta mère s'attend à ce que tu appelles pour t'excuser.
La famille a déjà assez de drames. Vous ne pouvez pas me menacer de rupture familiale alors que c'est déjà ma réalité, je réponds en le raccompagnant à la porte. Il s'arrête sur le seuil. Ce n'est pas comme ça que la famille se traite, Massy. Je sais, dis-je doucement. C'est ça le problème. Alors que la porte se referme derrière lui, je m'appuie contre elle en expirant lentement. Le docteur Foster s'approche, ses yeux bienveillants m'évaluant avec un intérêt professionnel. C'est la première étape, dit-elle doucement, reconnaissant le schéma. Le petit point de notification rouge sur mon application Instagram me hante depuis 7 jours. Chaque fois que je déverrouille mon téléphone, il me regarde, me défiant de jeter un œil aux dégâts que ma famille continue d'infliger. Je suis assise dans mon bureau à domicile, entouré des murs vert pâle que j'ai peints moi-même, lorsque mon téléphone vibre avec un autre texto. Encore tante Suzanne. Ta mère est très contrariée. Quand vas-tu t'excuser? Je pose le téléphone sur mon bureau sans répondre. La surface en bois sent encore légèrement l'huile de citron du polissage d'hier. À travers la fenêtre, je peux voir l'érable de mon jardin, ses feuilles devenant dorées sous le soleil d'octobre. L'Instagram de Brandon n'a pas changé depuis le jour de ma pendaison de crémaillère. Son profil met toujours en évidence l'annonce de l'achat de l'appartement, avec des toasts au champagne et des commentaires de félicitations de parents qui n'ont jamais pris la peine de vérifier un mot. Assez, je murmure à la pièce vide. Je prends mon téléphone et j'ouvre ma pellicule. Là, en attente, se trouve la photo que Rachel a prise il y a 3 mois, moi, debout sur le porche de ma maison de style craftsman, tenant les clés, le visage rouge de fierté et d'épuisement. La légende se forme dans mon esprit avec une clarté parfaite alors que je tape « Rénovation terminée » sur mon premier achat immobilier. Du recablage à la finition de ces planchers centenaires moi-même. Merci à tous ceux qui ont soutenu ce voyage. J'appuie sur « Publier » sans mentionner la trahison, sans marquer un seul membre de la famille. Le souvenir de l'achat de cette maison me submerge. Travailler 60 heures par semaine entre mon travail d'ingénieur de données et le codage en freelance le week-end. Vivre dans un studio avec des meubles de l'université pour économiser chaque dollar possible. Perdre 3 maisons dans des guerres d'enchères avant de finalement recevoir l'appel pour cette maison de style craftsman qui nécessitait trop de travaux pour la plupart des acheteurs. Ce moment, debout seul dans le salon vide après avoir signé les papiers, pressant ma paume contre l'arche en bois usé. Pas de parents pour célébrer avec moi, pas de frères pour aider à déménager les meubles. Juste moi, un jeu de clés, et une maison qui avait autant besoin de soins que moi. Quelle différence avec la situation de Brandon, l'appartement du centre-ville que nos parents ont aidé à obtenir avec le premier et le dernier mois de loyer, les meubles qu'ils ont achetés, le service de déménagement qu'ils ont payé. Mon téléphone sonne avec un message de Cathy, la fille de la sœur de mon père et la seule parente qui semble voir la situation clairement. Je pensais que tu devrais voir ça, dit son texto, suivi de capture d'écran du groupe de discussion de la famille élargie. Mon estomac se noue alors que je fais défiler les messages. Tante Suzanne, la situation avec Massy devient incontrôlable. Linda est hors d'elle. Oncle Robert, Brandon dit qu'elle est juste jalouse de son succès, comme toujours. Cousin Michael, nous savons tous que Massy a toujours été difficile. Vous vous souvenez de la crise qu'elle a piquée à Thanksgiving quand elle avait 16 ans? La crise à laquelle ils font référence était ma réaction lorsque tout le monde a oublié que j'avais été accepté au MIT avec une bourse partielle. Ils avaient passé tout le dîner à discuter de la moyenne de ces plus de Brandon en maths au lycée. D'autres captures d'écran suivent, révélant la mythologie familiale contre laquelle je me bats depuis toute ma vie, Massy, la fauteuse de troubles, Massy, l'hypersensible, Massy, qui doit faire plus d'efforts pour s'entendre. Le poids de leur rejet collectif me semble être du béton qui durcit autour de ma poitrine. Plus tard dans la journée, le bureau du docteur Foster sent le bois de santal et les vieux livres. Le fauteuil en cuir grince légèrement alors que je me déplace, racontant les messages de la discussion familiale. La dynamique enfant en or contre bouc émissaire n'est un cas d'école dans votre structure familiale, dit-elle, sa voix douce mais pragmatique. Brandon a été positionné comme celui qui ne peut rien faire de mal, tandis que vous êtes assigné au rôle de celle qui ne peut jamais en faire assez. Je soupçonne cela depuis des années, j'admets, mais le voir écrit noir sur blanc dans ce groupe de discussion. C'est comme s'il vivait dans une réalité alternative. Le docteur Foster se penche légèrement en avant. À quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez de chercher leur approbation? La question flotte dans l'air entre nous. Pendant un moment, je ne peux plus respirer. Je serai seul, je murmure finalement. Complètement coupé.
En êtes-vous sûr? Elle fait un geste vers la fenêtre. D'après ce que vous m'avez dit, vous avez Rachel, vos collègues, votre voisine, Madame Eleanor, des gens qui choisissent de vous voir clairement. J'y réfléchis. Mais ce n'est pas ma famille. Vraiment? Demande le docteur Foster, ses yeux bienveillants. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un une famille, Massy? La question me suit chez moi, résonnant alors que je me gare dans mon allée. La voiture de Rachel est déjà garée devant, avec 3 autres que je reconnais, des collègues du bureau, des pots de peinture et des rouleaux visibles à travers les vitres de leur voiture. Surprise, crie Rachel depuis le porche, faisant un geste vers le groupe derrière elle. Soirée peinture pour la salle de bain des invités. On a aussi apporté de la pizza et du vin. À l'intérieur, Madame Eleanor est déjà là, arrangeant des fleurs dans un vase sur ma table de salle à manger. J'ai apporté des boutures de mon jardin, explique-t-elle, et je veux vous montrer comment tailler ces rosiers devant avant l'hiver. Ma grand-mère me l'a appris, et quelqu'un devrait connaître ces vieilles techniques. Au cours des 2 week-ends suivants, la maison se remplit de plus que de vapeur de peinture et de sueur de bois. Les rires résonnent dans des pièces qui semblaient autrefois creuses d'attente. Mes collègues, Jane et Peter, deviennent des invités réguliers au dîner. Madame Eleanor m'apprend les secrets de sa grand-mère pour cultiver les tomates parfaites le printemps prochain. La sonnette retentit un mercredi soir alors que je prépare le dîner. À travers le verre dépoli, je reconnais la silhouette de Brandon, la posture immédiatement confiante, une main nonchalamment dans sa poche. Quand j'ouvre la porte, son sourire est aussi étudié que d'habitude. « Salut, sœurette », dit-il en s'appuyant contre le cadre de la porte comme si nous étions dans une sitcom télévisée. L'endroit a l'air bien. Je ne l'invite pas à entrer immédiatement. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Brandon ?» Il a la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Les choses ont un peu dérapé avec la situation de l'appartement. Maman et papa ont peut-être réagi de manière excessive. Ce n'est pas des excuses, pas vraiment. Je m'écarte et je le laisse entrer, le regardant évaluer la maison avec des yeux neufs. Écoute, dit-il, revenant à son véritable but en quelques minutes. J'ai cette opportunité d'investissement, un développement immobilier en ville. Un petit apport, un gros potentiel. J'ai pensé à toi puisque tu t'intéresses à l'immobilier maintenant. Le schéma familier se déploie comme une carte usée. Brandon a besoin d'argent. Brandon vient voir Massy. Brandon s'attend à ce que Massy lui en donne. Combien, je demande, plus curieuse qu'autre chose. Juste 15 000 $ pour commencer. Je te rembourserai une fois que ça décollerait. Comme les prêts commerciaux de nos parents qui n'ont jamais été remboursés. Comme le séjour temporaire dans son premier appartement qu'ils ont fini par financer pendant 2 ans. Je regarde mon frère, je le regarde vraiment, peut-être pour la première fois, le sourire charmant qui n'atteint pas ses yeux, l'attente de conformité si profondément ancrée qu'il n'envisage même pas que je puisse refuser. Tu ne m'as jamais vu clairement, dis-je doucement, et je te vois enfin. Son visage se durcit légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non, Brandon. Je n'investirai pas dans ton projet. Après son départ, je prends une décision qui me surprend même moi. J'appelle ma mère et j'accepte le dîner du dimanche chez eux. Mais d'abord, je rencontre le docteur Foster pour me préparer. Souvenez-vous, dit-elle pendant notre séance, ils essaieront de vous ramener dans de vieux schémas. Vous n'avez pas à répondre de la même manière que vous l'avez toujours fait. Rachel attendra à proximité, je lui dis, juste au cas où. Bien. Quelles limites établissez-vous avant d'y aller? Je les énumère sur mes doigts. Je partirai s'il dénigre ma maison ou mes choix. Je ne discuterai pas de prêter de l'argent à Brandon. Je ne resterai pas plus de 90 minutes. Le docteur Foster hoche la tête. Et quel est votre but en y allant? Voir si l'honnêteté est possible, je réponds. Voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Le dimanche arrive, froid et clair. Je me gare devant la maison de banlieue de mes parents, sa pelouse parfaite et ses meubles de Porsche assortis contrastant fortement avec ma maison de style craftsman éclectique. Prenant une profonde inspiration, je me dirige vers la porte. Le silence lorsque j'entre dans la salle à manger est assourdissant. Brandon tente une blague qui tombe à plat. Mon père s'éclaircit la gorge à plusieurs reprises. Ma mère s'affaire avec les plats de service, évitant le contact visuel. Merci d'être venu, Massy, dit finalement mon père. Je prends ma place à table. Je suis ici pour voir si l'honnêteté est possible.
Les mots tombent comme des pierres dans une eau calme. Personne ne semble savoir comment répondre à une communication directe. Nous passons la majeure partie du dîner avec des conversations tendues sur la météo et les voisins. Ma mère me pose des questions sur mon travail mais m'interrompt avant que je puisse répondre complètement. Mon père s'enquiert de la maison mais grimace lorsque je mentionne le nouveau chauffe-eau que j'ai installé moi-même. La tension se brise lorsque ma mère pose sa fourchette avec un clic sec contre la porcelaine fine. « Je ne comprends pas pourquoi tu as dû acheter une maison aussi chère, dit-elle. Tout cet argent alors que tu aurais pu avoir quelque chose de plus raisonnable, comme Brandon l'a fait. » Le mensonge flotte dans l'air entre nous. Je me lève lentement, une serviette posée soigneusement à côté de mon repas à moitié mangé. « Je ne suis pas venu pour plus de mensonges, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Massy, s'il te plaît, plaide mon père, se levant également. La famille devrait se pardonner. Je le regarde directement, puis ma mère, puis Brandon, qui ne veut pas croiser mon regard. La famille devrait d'abord mériter d'être pardonnée. La porte se referme derrière moi avec une finalité silencieuse alors que je sors dans l'air frais du soir, respirant profondément pour ce qui me semble être la première fois depuis des années. La lumière du soleil matinal se déverse sur mon comptoir de cuisine alors que j'arrange des dahlias fraîchement coupés dans le vase en céramique bleue qu'Eleanor m'a offert. À travers la fenêtre, je peux voir mon jardin s'éveiller, 3 mois de travail acharné transformant ce qui était autrefois de la terre stérile en quelque chose de magnifique. Les rosiers grimpent sur leurs treillis avec une détermination tranquille, reflétant mon propre parcours. Ces dîners du dimanche deviennent une véritable tradition, crie Eleanor depuis mon porche, où elle dispose sa célèbre croustade aux pommes. À 83 ans, elle se déplace avec une agilité surprenante, refusant toute aide. Le meilleur jour de ma semaine, je réponds, et je le pense. La maison me semble différente maintenant, entièrement à moi d'une manière qu'elle ne l'était pas auparavant. La table de la salle à manger qui affichait autrefois l'absence de ma famille accueille maintenant régulièrement des rires. Rachel apporte des jeux de société. Peter du travail apporte sa guitare. Ma collègue, Samantha, amène sa fille qui court après les lucioles dans le jardin au crépuscule. Je me suis habitué au rythme d'un contact familial limité. Papa appelle de temps en temps, maladroit mais essayant. Maman envoie des textos formels sur des événements de quartier auxquels je n'assiste jamais. Brandon n'envoie rien, ce qui est une sorte de paix en soi. Jusqu'à aujourd'hui. Mon téléphone vibre contre le comptoir. Rachel jette un coup d'œil par-dessus l'endroit où elle coupe des légumes. « Ton visage vient de faire ce truc, dit-elle. » Je tourne mon téléphone vers elle. Sur l'écran, l'annonce de Brandon sur les réseaux sociaux brille, elle a dit oui. Jennifer a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. La photo le montre rayonnant à côté d'une jolie femme blonde, sa main gauche bien en évidence avec ce qui semble être un diamant assez gros pour avoir son propre code postal. « Waouh, dit Rachel. Ils ne sortaient pas ensemble depuis le mois dernier ? 5 semaines, je confirme, faisant défiler pour lire les commentaires. Des parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois ont déjà aimé et commenté, mes parents en tête du défilé de félicitations. Mon téléphone sonne. Le nom de maman s'affiche à l'écran. Massy, sa voix est anormalement enjouée quand je réponds, « As-tu vu la merveilleuse nouvelle de Brandon ? Nous sommes ravis. Jennifer est absolument parfaite pour lui. » Je presse mes doigts contre ma tempe. Félicitations. Nous organisons une fête de fiançailles dans 3 semaines. Toute la famille sera là. Elle fait une pause significative. C'est important, Massy. Les obligations familiales passent avant tout, surtout pour quelque chose d'aussi important. La pression familière monte dans ma poitrine, le poids des attentes enveloppé de culpabilité. J'y réfléchirai, dis-je, au lieu de mon accord automatique habituel. Y réfléchir ? Sa voix s'élève. Ce sont les fiançailles de ton frère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je dois y aller, maman. Les invités du dîner du dimanche arrivent. Je termine l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, mes mains étonnamment stables. En moins d'1 heure, mon téléphone se remplit de messages de tantes, d'oncles et de cousins, tous des variations sur le même thème, la famille se réunit pour les moments importants. Ton frère serait là pour toi. Il est temps de mettre les différends de côté. Le plus révélateur vient de tante Suzanne, ta mère a mentionné que tu pourrais aider avec les frais de mariage puisque Brandon est de nouveau entre 2 opportunités. Rachel lit par-dessus mon épaule et émet un son entre un rire et un reniflement. Bien sûr,
l'enfant en or a besoin d'un autre renflouement. Les conseils du docteur Foster de notre dernière session résonnent dans mon esprit, vous n'avez pas besoin de répondre à chaque crise. Un engagement sélectif protège votre paix. Je rédige un message prudent et l'envoie à Brandon, félicitations pour vos fiançailles. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Rien de plus, rien de moins. Les autres reçoivent des variations de « merci de m'avoir informé ». Je tiendrai compte de mon emploi du temps lorsque l'invitation arrivera. Regarde-toi, établissant des limites comme une championne, dit Rachel en me serrant l'épaule. Le docteur Foster serait fier. Je suis d'accord, surprise par la légèreté dans ma poitrine là où la crainte habite habituellement. Le dîner du dimanche se déroule avec la familiarité confortable de la famille choisie. Eleanor raconte des histoires sur les désastres de jardinage de son défunt mari. Peter joue une nouvelle chanson sur laquelle il travaille. Rachel taquine Samantha à propos de son béguin pour le nouveau directeur informatique. Personne ne mentionne les mariages, les obligations familiales ou mon devoir de me présenter et de faire semblant. Personne ne suggère que je devrais aider à payer pour la célébration de quelqu'un d'autre. Personne ne remet en question ma valeur. 2 jours plus tard, un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. Est-ce Massy? C'est Jennifer, la fiancée de Brandon. Ma prise se resserre. Oui. J'espère que ce n'est pas inapproprié, mais j'aimerais vous rencontrer. Juste nous deux. Sa voix manque du charme poli que Brandon recherche généralement chez les femmes. Il y a quelque chose de rafraîchissant et de direct en elle. Puis-je demander pourquoi? Une pause. J'ai vu ce qui s'est passé à votre pendaison de crémaillère à travers de vieilles photos et des commentaires. J'ai remarqué comment votre famille parle de vous quand vous n'êtes pas là. Une autre pause. J'ai besoin de comprendre dans quoi je m'engage. L'inattendu de son honnêteté me prend au dépourvu. Un café chez Riverdale Roaster, demain à 2 heures? J'y serai, dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. Ce soir-là, papa est apparu sur mon seuil, une boîte en carton sous le bras. Je peux entrer? Je m'écarte, notant son respect prudent de mon seuil, un petit mais significatif changement par rapport à ses entrées précédentes, pleines de droit. Il pose la boîte sur ma table basse. J'ai trouvé ça dans le grenier, je pensais que ça pourrait t'intéresser. À l'intérieur se trouvent des photographies de famille que je n'ai jamais vues, moi à 5 ans, tenant fièrement un ruban de foire scientifique, moi à 12 ans, assise dans l'atelier de grand-père apprenant à poncer du bois, moi à 16 ans, rayonnante devant la voiture d'occasion que j'ai achetée avec mes propres économies. C'est moi qui les ai prises, dit papa doucement. Ta mère pensait que c'était idiot de gaspiller de la pellicule pour des moments de tous les jours. Ma gorge se serre alors que je soulève une photo de moi en toge et toque de diplômé, le visage illuminé par la réussite. Papa se tient à côté de moi, un rare sourire aux lèvres. Nous t'avons manqué, dit-il simplement. Je t'ai manqué. Les mots que j'ai attendus pendant des décennies atterrissent avec un poids surprenant, pas de satisfaction, pas de triomphe, juste une douleur complexe. Brandon a dit à tout le monde que la bague de fiançailles était payée, poursuit-il en regardant ses mains. Ce n'est pas le cas. Il a utilisé la carte de crédit de Jennifer avec la promesse de la rembourser. J'attends, le laissant assumer sa complicité. Ta mère veut que je te convainque d'assister à la fête de fiançailles, d'apporter un cadeau généreux. Il me regarde droit dans les yeux. Elle ne comprend pas que les choses ont changé. Dehors, dans mon jardin, les carillons d'Eleanor signalent une brise changeante. Certaines choses ont changé, j'acquiesce. D'autres non. Papa hoche la tête, comprenant la limite. Il se lève pour partir, s'arrêtant à la porte. La maison est magnifique, Massy. Tu as construit quelque chose de réel ici. 2 heures plus tard, maman arrive sans prévenir, faisant irruption avec un sentiment de droit familier. Cette distance ridicule a assez duré, annonce-t-elle. Tu assisteras à la fête de fiançailles de Brandon et tu te comporteras comme une famille, ou tu ne seras pas de la famille. C'est aussi simple que ça. La menace qui m'aurait autrefois anéanti me semble maintenant étrangement impuissante. Ce n'est plus un choix que vous pouvez faire, je lui dis, ma voix calme. Son visage rougit. Après tout. Je déciderai de la fête selon mes propres termes. Vous pouvez vous montrer la porte. L'après-midi suivant, Jennifer et moi sommes assises dans le coin de Riverdale Roaster. Elle ne ressemble en rien aux petites amies habituelles de Brandon, pas de vernis artificiel, pas de charme calculé.
Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, explique-t-elle en remuant son café. Mon père ressemblait à Brandon à bien des égards, charmant, toujours la victime, jamais responsable. Ma mère l'a encouragé jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Une compréhension passe entre nous. Es-tu sûr de vouloir l'épouser, je demande. Son sourire est triste. Non, mais j'ai besoin de voir ça clairement avant de décider. Je réfléchis attentivement à ma réponse. Je viendrai à la fête de fiançailles, je lui dis. Pas pour eux. Pour moi et pour toi. Plus tard, dans mon jardin, Eleanor m'aide à enlever les roses fanées alors que le soleil couchant jette de longues ombres. Est-ce que retourner dans cet environnement te fera du mal, demande-t-elle, ses mains burinées douces avec les fleurs. J'y réfléchis. Peut-être. Mais je ne suis plus la même personne qu'il pense que je suis. Eleanor hoche la tête, la sagesse dans ses yeux. La famille, ce n'est pas ceux avec qui on est. C'est ceux qui vous voient vraiment. Je regarde ma maison, ses fenêtres brillant d'une lumière chaude, son jardin prenant racine, la force visible dans chaque réparation et rénovation que j'ai achevée de mes propres mains. Cette maison m'a appris ce que devrait être la famille, dis-je, réalisant la vérité de ces mots alors qu'ils quittent mes lèvres. Des gens qui se présentent, des gens qui restent, des gens qui vous voient même quand ce n'est pas pratique ou confortable. La brise du soir transporte le parfum des roses et de la terre fraîchement retournée, la croissance et les limites entremêlées. Le jour des fiançailles, les murs couleur crème du Westbrook Country Club défilent alors que Rachel et moi franchissons l'entrée. Le poids de ma décision d'assister à la fête de fiançailles de Brandon pèse lourdement sur mes épaules, mais ma colonne vertébrale reste droite, mon menton relevé. Tu es magnifique, murmure Rachel en me serrant la main. L'élégance simple bat l'esbrouf n'importe quel jour. J'ai choisi une robe vert forêt qui épouse ma silhouette sans attirer l'attention. Pas de bijoux voyants, pas de coiffure élaborée. Juste moi, sans fioritures et sans excuses. Les murmures cessent alors que nous entrons dans la salle de réception principale. Les parents se figent en pleine conversation, les verres suspendus près des lèvres. Certains hochent la tête maladroitement, d'autres détournent le regard. J'aperçois tante Suzanne chuchotant derrière sa main à oncle Robert, leurs yeux se tournant dans ma direction. Brandon se tient près de la table des cadeaux, son sourire vacillant alors qu'il me remarque. Il s'attendait clairement à une chaise vide avec mon nom dessus, une autre occasion de me faire passer pour la difficile. Jennifer fait un signe de l'autre côté de la pièce, le soulagement se lisant sur son visage. Mes parents s'approchent avec des sourires étudiés qui n'atteignent pas leurs yeux. Le soulagement de maman se transforme rapidement en quelque chose de plus vif, de plus calculateur. Papa déplace son poids d'un pied sur l'autre, sa réponse habituelle à un conflit imminent. Tu es venu, dit maman, sa voix calibrée pour le bénéfice des parents à proximité. Quelle délicatesse. Je n'aurais pas manqué ça, je réponds, gardant ma voix légère. Le poids des mots non dits flotte entre nous. 20 minutes s'écoulent en petite conversation avec des parents éloignés qui trouvent soudain le temps fascinant. Je me tiens à la table des rafraîchissements, sirotant de l'eau pétillante, lorsque maman se matérialise à côté de moi. Écoute attentivement, siffle-t-elle, son visage arrangé en un sourire agréable pour les spectateurs. Ne parle pas de ta maison ce soir. C'est le moment de Brandon. Le vieux schéma tente de se réaffirmer, Linda dicte, Massy se conforme. Papa plane à proximité, son expression déchirée entre l'intervention et la préservation de la précieuse paix familiale. Maman, Tout ne doit pas tourner autour de toi, poursuit-elle en réarrangeant des canapés sur sa petite assiette. Juste pour une fois, peux-tu laisser ton frère avoir son moment sans compétition? Avant que je puisse répondre, Jennifer s'approche, sa robe de cocktail crème captant la lumière. Ses yeux passent de maman à moi, lisant l'attention. Te voilà, Massy, dit-elle chaleureusement. J'espérais t'attraper. Le sourire de maman se crispe. Nous discutions juste d'affaires de famille, ma chérie. Je prends une profonde inspiration, me recentrant. Les paroles du docteur Foster résonnent dans mon esprit, votre réponse vous appartient, pas à eux. Je me tourne vers Jennifer, un sourire sincère réchauffant mon visage. Je suis ici pour te célébrer, Jennifer. Rien d'autre n'a d'importance ce soir. La simple vérité flotte dans l'air. Les doigts de maman se resserrent autour de son verre, sa tentative de manipulation contrecarrée. Jennifer me prend le bras, m'éloignant doucement. Merci d'être venu, murmure-t-elle. Ça signifie plus que tu ne le penses.
La soirée se déroule, une danse prudente de mondanité sociale. Puis vient le moment où Brandon se lève pour son toast, une flûte de champagne à la main. Jennifer et moi sommes si reconnaissants de voir tout le monde ici ce soir, comme en style, son charme pleinement exposé. Comme vous le savez, cette année a été pleine de jalons pour nous, mon nouvel achat immobilier, ses fiançailles. Le sourire de Jennifer vacille. Ses yeux rencontrent les miens de l'autre côté de la table. Les parents qui avaient cru à son histoire des achats d'appartements se sont agités inconfortablement sur leurs chaises. Tante Suzanne étudie son assiette avec un intérêt soudain. Je reste assise, immobile, sirotant mon eau, refusant de corriger ou de m'engager. Le mensonge s'effondre sous son propre poids alors que la confusion de Jennifer devient visible pour tous ceux qui regardent. Après le toast, Jennifer prend Brandon à part. Leurs chuchotements animés traversent la pièce. Les gestes de Brandon deviennent de plus en plus désespérés alors qu'il jette un coup d'œil vers nos parents. Maman redresse le centre de table avec une concentration féroce. Papa examine sa montre comme si le temps lui-même pouvait le sauver. Plus tard, je sors sur la terrasse pour prendre l'air. La soirée de printemps m'enveloppe, fraîche et pure. Te voilà. Jennifer apparaît à côté de moi, les yeux rougis mais clairs. Ça va? Je demande. Elle secoue la tête. Je n'avais aucune idée à quel point c'était profond. L'appartement, la promotion qu'il n'a jamais eue, les économies qui n'existent pas, sa voix se brise. Tes parents le savent, n'est-ce pas? Ils l'ont toujours su. Oui, je réponds simplement. Ils l'ont toujours su. Comment le gères-tu? Cette famille? Je réfléchis à sa question, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrit. J'apprends encore. Mais choisir la vérité aide, même quand ça fait mal. La porte de la terrasse s'ouvre brusquement. Brandon se précipite vers nous, le visage rouge. Qu'est-ce que tu fais? Demande-t-il. Tu la montes contre moi. Jennifer se redresse. Elle est juste honnête avec moi, Brandon. Honnête? Il rit amèrement. Elle a toujours été jalouse de moi. Demande à n'importe qui dans la famille. Je viens de le faire, dit Jennifer doucement. J'ai demandé à ton cousin Marc à propos de l'appartement. Il avait l'air confus. Le masque de Brandon glisse, révélant le sentiment de droit en dessous. Et alors si je loue? Tout le monde embellit parfois. Il ne s'agit pas de l'appartement, dis-je doucement. Il s'agit du schéma. La mythologie familiale s'effondre devant tout le monde sur la terrasse. 3 autres parents sont sortis, témoins de l'agitation croissante de Brandon. Je rassemble mon sac à main, soudainement lasse. Je devrais y aller. Maman apparaît à la porte, la voix tendue. Massy, ne fais pas de scène. Papa s'avance, son visage marqué par quelque chose de nouveau, la reconnaissance. Laisse-la partir, Linda. Nous en avons assez fait. La simple déclaration flotte dans l'air nocturne. Maman le regarde, choquée par cet écart par rapport au scénario. Je passe devant eux, la tête haute, les pas mesurés. Les parents s'écartent comme de l'eau, leurs expressions allant de la confusion à une compréhension naissante. Dehors, l'air printanier remplit mes poumons. Rachel attend près de la voiture, une question dans les yeux. Prête, demande-t-elle. Je regarde le country club, ses fenêtres brillant de lumière. À l'intérieur, la vérité a enfin éclaté. Qu'il l'accepte ou continue de la nier n'a plus d'incidence sur ma paix. Oui, je réponds. Je suis prête. La lumière du soleil filtre à travers de nouveaux rideaux, peignant des motifs dorés sur ma table de salle à manger. 1 an s'est écoulé depuis que je me suis assise ici, entouré de chaises vides. Aujourd'hui, 8 couverts attendent, avec des vases bleus anciens contenant des roses de mon jardin. 8 chaises qui seront remplies par des personnes qui choisissent d'être ici. Je passe mes doigts sur la table en chêne, me souvenant de ce que j'ai ressenti ce jour-là où mon téléphone a révélé la vérité sur ma famille. Le souvenir pique moins maintenant, émoussé par le temps et la guérison. Le docteur Foster appelle ça le progrès. Ça sent merveilleusement bon, dit Rachel en apparaissant à la porte avec une bouteille de vin. Elle est là depuis l'aube, aidant à préparer le dîner de ce soir, notre tradition du dimanche depuis près d'1 an maintenant. La recette d'Eleanor, je réponds en souriant et en ajustant une serviette. Elle jurait que son rôti de bœuf pouvait tout guérir. Les murs qui nous entourent racontent notre histoire mieux que les mots ne le pourraient.
des photos de ma famille choisie remplissent des espaces autrefois réservés aux parents de sang, Rachel et moi peignant le salon, Peter et Jane du travail aidant à installer des étagères, Madame Eleanor m'apprenant à planter des hortensias avant que sa santé ne décline l'hiver dernier. Tu devrais voir le jardin, dis-je à Rachel en la conduisant vers la porte arrière. C'est merveilleux. Dehors, la cour s'est transformée, passant d'une terre stérile à une vie vibrante. Les leçons de jardinage d'Eleanor n'étaient pas seulement sur les plantes. Les jardins enseignent la patience, m'a-t-elle dit lors de nos séances de thérapie. Certaines relations fleurissent rapidement, d'autres prennent des saisons de soins, et certaines ne prennent jamais racine du tout. Le docteur Foster et moi nous rencontrons maintenant tous les mois au lieu de toutes les semaines. Hier, elle m'a demandé ce que j'avais appris en un an. J'ai appris à construire des clôtures, ai-je répondu. Pas seulement celles en piquet blanc dehors, mais des limites qui protègent ce qui compte. Au travail, je suis le mentor d'Alexis, une jeune ingénieure dont la mère critique ses choix de carrière. Hier, elle a envoyé un texto, vos conseils ont tout changé. J'ai dit non à maman pour la réunion de famille. Première limite jamais posée. La sonnette retentit, me ramenant au présent. Rachel me serre l'épaule avant que je réponde. Mon père, Charles, se tient sur le porche, tenant une plante en pot, l'incertitude gravée sur son visage. Nos cafés mensuels ont été des pas maladroits mais honnêtes vers quelque chose de nouveau. Je pensais que ton jardin aurait peut-être de la place pour ça, dit-il en offrant un petit lilas. Ta grand-mère en avait un dans notre première maison. Je l'accepte avec un sourire sincère. C'est parfait pour le parterre du coin. À l'intérieur, Charles observe l'espace transformé, la maison que ma mère refuse toujours de visiter. Elle reste enfermée dans son récit, où Brandon mérite des chances infinies et où je reste ingrate. Brandon accuse Jennifer de l'avoir quitté après que la vérité sur la fête de fiançailles a éclaté. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était retourné vivre à la maison, inventant toujours des histoires des opportunités juste au coin de la rue. La sonnette retentit à nouveau. D'autres chaises se remplissent alors que ma famille choisie arrive. Les rires résonnent dans des pièces autrefois remplies de silence. Charles observe de la périphérie, sa présence à la fois étrangère et familière. Quand tout le monde est assis, la chaise vide de Madame Eleanor une absence honorée parmi nous, Jane lève son verre. À la maison que la vérité a bâtie, dit-elle, faisant écho aux paroles d'Eleanor lors de sa dernière visite. Plus tard, alors que le crépuscule adoucit les contours de la journée, Charles me trouve sur le porche. Tu as construit quelque chose de magnifique ici, dit-il doucement. Dans cette maison et dans ta vie. J'entends ce qui reste non dit, le regret, l'admiration, l'enchevêtrement complexe d'une relation qui ne guérira peut-être jamais complètement mais qui pourrait encore grandir pour devenir quelque chose de vrai. À l'intérieur, d'autres amis arrivent pour le dessert. Ma maison brille de chaleur, visible de la rue, si différente de cette maison vide d'il y a un an. J'accueille de nouveaux invités à la porte, apercevant des bribes de la famille que j'ai créée. La prise de conscience s'installe dans ma poitrine comme une profonde inspiration, la vraie famille vous voit clairement et choisit de rester. À la tombée de la nuit, je regarde ma maison, remplie de conversations et de liens. Parfois, on dresse une table pour 24, mais seulement 8 se présentent. Et ces 8 deviennent tout.